La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Alors, chers amis, ici Mathieu Bock-Côté, bienvenue à La vie des idées. On aime dire que le Québec est une société anti-intellectuelle, ou du moins qui n'aime pas ses intellectuels. Est-ce une légende urbaine ou un mythe tenace mais sans fondement? Peut-être que oui ou peut-être que non. À tout le moins, on cherchera ici à invalider cette idée. Dans La vie des idées, je recevrai chaque semaine des intellectuels qui, d'une manière ou d'une autre, nous aident à comprendre notre société et notre époque. Des intellectuels, c'est-à-dire des philosophes, des sociologues, des historiens, des politologues, des juristes, des écrivains, et tous ceux qui finalement peuvent nous aider, pour reprendre les mots de Raymond Aron, à penser l'histoire qui se fait. Et j'ai trouvé naturel de commencer cette émission avec un homme qui joue un rôle majeur dans l'animation intellectuelle de la société québécoise. Robert Laplante est directeur de la revue L'Action nationale et des cahiers de lecture de l'Action nationale qui fêtera bientôt ses 100 ans. Figure intellectuelle majeure du mouvement indépendantiste, c'est aussi un connaisseur intime de la société québécoise, de son histoire, de ses réalités les plus fondamentales. Il est l'auteur de Ce qui cherche à naître, de Chroniques de l'enfermement et de Guyenne, qui est une des seules études véritables consacrées à l'histoire tragique de la colonisation au Québec. Avec lui, nous chercherons à répondre à une question immense. Quelle est aujourd'hui la situation de la société québécoise? Alors, avec vous, j'aimerais parler, Monsieur Laplante, Robert Laplante, de la situation du Québec pour décrypter la drôle d'époque dans laquelle il entre. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous parliez un peu de l'Action nationale, une revue que vous dirigez depuis plus de 15 ans. Alors bonjour, c'est avec plaisir que je me livre à cet exercice. Décrypter le Québec n'a jamais été facile, c'est toujours un travail très laborieux et à continuellement recommencer. L'Action nationale se livre à ce travail depuis bientôt 100 ans. La revue aura 100 ans le 1er janvier 2017. La revue est née au début d'un siècle qui, pour le Canada français, sera le siècle de tous les dangers. Elle paraît essentiellement d'abord sous l'initiative d'une poignée d'intellectuels, dont le jésuite Papin Archambault, dont Édouard Montpetit, Omer Héroux, qui est éditorialiste au Devoir, et plusieurs autres auxquels va se joindre Lionel Groulx, qui, en ce début de siècle, sont particulièrement préoccupés de la marginalisation totale en cours de la société canadienne-française et particulièrement, bien sûr, du sort qu'il est fait à la langue française et à la nation française d'Amérique dans le cadre politique canadien. Donc, c'est une revue qui, dès le départ, naît comme revue de combat et contre l'ordre établi. L'ordre établi, à ce moment-là, 1917, il est particulièrement satisfait de lui-même. Le Canada fête son 50e anniversaire de ce qu'on aura appelé la Confédération, et il est particulièrement heureux du résultat. Avis que ne partagent évidemment pas les collaborateurs de la revue, et qui vont en quelque sorte lancer le premier grand couac dans le concert d'autosatisfaction que les élites canadiennes et ceux qui les servent, donc une bourgeoisie canadienne-française toute imbibée de libéralisme, vont lancer à ce moment-là. Donc la revue va poser un certain nombre de questions embarrassantes et surtout s'acharner à trouver des avenues de solutions ou d'amélioration du sort des Canadiens français dans le Canada tel qu'il est pratiqué et non pas tel qu'il est vanté et servi par les idéologues officiels de la Société canadienne-française. Plusieurs, parmi ceux-là l'historien Charles-Philippe Courtois, d'autres aussi, font de l'Action nationale le lieu de renaissance intellectuelle de l'idée d'indépendance au Québec, disons à partir des années 20. Est-ce que c'est une analyse qu'on peut faire? Ah, c'est tout à fait fondé. C'est d'ailleurs l'analyse que faisait également Guy Frigault, le grand historien. La revue fait son couac donc sur l'anniversaire de la Confédération canadienne et tire du bilan qu'elle en dresse une conclusion: l'indépendance sera inévitablement la seule voie d'émancipation du peuple canadien-français. Mais dans une formule extraordinaire.
Guy Frégaud résume le dilemme de cette génération. Il dit de Lionel Groulx et des collaborateurs de la revue, ils auront pointé un soleil que leur regard ne pouvait soutenir. Oui, parce que l'idée d'indépendance, d'une certaine manière, c'est dans les années 20 qu'on la voit apparaître à l'Action nationale. Je ne sais pas si elle disparaît ensuite, mais à tout le moins, elle s'éclipse pour un temps où elle devient plus discrète. Elle sera malmenée par les événements. La conscience aiguë qu'ont les artisans de la revue des années 20 au complet, de toute cette décennie, c'est que la société canadienne-française est à ce point dépossédée. Elle est à ce point fragilisée dans ses fondements même, aussi bien identitaires qu'économiques et politiques, que cette ambition de l'indépendance ne pourra être servie que par un gigantesque effort de redressement. Cet effort de redressement, il va être incubé dans des propositions qui vont faire la grande formulation du nationalisme des années 20. C'est au cours de cette période et dans la revue que vont apparaître les idées de nationalisation de l'électricité, de canalisation de l'épargne, ce qui donnera éventuellement lieu à la Caisse de dépôt, de la nécessité de doter le Québec d'une législation linguistique pour assurer l'épanouissement de la langue française, la reconquête économique, la politique industrielle, y compris les politiques d'immigration. Donc, à ce moment-là, il y a un bouillonnement qui, tout au long des années 20, va se heurter à l'optimisme débridé du libéralisme triomphant à ce moment-là. Et l'idée d'indépendance va être moquée, littéralement, par cette fraction de la bourgeoisie canadienne-française qui croit sérieusement que le libéralisme va lui donner un ascenseur que la politique lui refuse. Ce sera la crise de 1929 qui va évidemment balayer ses prétentions et balayer également cette bourgeoisie. Si bien que la dépossession que subira la société canadienne-française au lendemain de la crise de 1929 va littéralement tétaniser les auteurs de la revue et la société canadienne-française dans son ensemble qui va être confronté à non seulement sa dépossession, mais à la très grande difficulté de formuler des alternatives, puisque ces alternatives, personne ne les voit à ce moment-là. On commencera à les entrevoir aux États-Unis avec Roosevelt et le New Deal, mais dans la société canadienne-française et surtout dans la société canadienne arrimée aux préoccupations de l'Empire, ce sera beaucoup plus difficile. Et c'est au cours des années 30, donc à partir de 33, 34, 35, que dans le sillage de cette réflexion angoissante sur le sort de la société canadienne-française, que vont s'incuber les idées qui vont d'abord donner lieu à un grand programme de redressement national, qui aura d'abord paru sous l'égide des Jésuites avec le programme de restauration sociale et qui deviendra ultimement la plateforme, dirait-on aujourd'hui, électorale de l'Action libérale nationale. Et d'une certaine manière, on peut dire que ce programme qui tarde à s'accomplir, à tout le moins dans les idées, on le développe politiquement, il tarde à s'accomplir, il y aura presque deux moments de réalisation. Sur le plan national, vous me corrigerez si je me trompe, mais on pourrait dire que Duplessis donne un premier écho d'une certaine manière à ce désir de redressement, mais surtout la Révolution tranquille trouve son programme dans le travail mené depuis les années 20. Absolument. La Révolution tranquille puise l'essentiel de ses thématiques dans le travail de la génération des intellectuels des années 20. Duplessis aura en quelque sorte dévoyé l'ambition première du programme de l'Action libérale nationale. On connaît ce qui est arrivé de l'union du Parti conservateur et de l'Action libérale nationale et au fond, de la transformation du programme d'émancipation en programme d'autonomie. Ce programme d'autonomie ne sera pas stérile, il va donner des fruits. L'autonomie provinciale de Maurice Duplessis va ouvrir une fenêtre sur les moyens d'action que
peut mobiliser la société canadienne-française, on oublie toujours ça, mais avant l'impôt sur le revenu, le gouvernement du Québec est littéralement sans moyens. Alors, la reconquête de quelques points d'impôt par Maurice Duplessis va donner une première impulsion de ce que pourrait être une action étatique. Duplessis s'en servira d'une manière pour le moins brouillonne, si on peut dire. Pour le dire d'un euphémisme. Oui. Et il va néanmoins réaliser un certain nombre de choses du point de vue des idées de base de ce qu'on aura appelé dans les années 30 la reconquête économique. Duplessis est un fervent partisan de l'action locale, de l'action des petites et moyennes entreprises. Évidemment, ça le sert sur le point de vue électoral. Son électoralisme et les manœuvres de malversation auxquelles il donnera lieu ont déjà été largement documentés, mais on a moins bien vu, ou enfin moins bien mis en évidence, que les articles de base de ce programme d'action étaient ceux qu'avaient formulés Esdras Mainville et la génération de la revue autour du début de la crise de 29, donc qui vont ressaisir les thématiques des années 20, dans cette idée que la dépossession étant à ce point complète qu'il fallait en quelque sorte reconstruire la société canadienne-française par la base. L'Action nationale sera au cœur de tous les grands combats nationalistes. On peut penser à la conscription, on peut penser aux batailles quelquefois symboliques. Aujourd'hui, on dirait pour les chèques bilingues et ainsi de suite. Est-ce qu'elle connaît, cela dit, une transformation majeure avec la Révolution tranquille? Ah oui, absolument. Ben écoutez, sur 100 ans, une revue ne peut pas réussir tous ses rendez-vous. Il y aura au travers les décennies quelques combats ratés, quelques autres qui aujourd'hui nous paraîtront peut-être dérisoires, mais qui auront absorbé une énorme quantité d'énergie militante et intellectuelle. On en rigole aujourd'hui, mais tout ce qu'il a fallu d'énergie pour que le gouvernement canadien mette un mot de français sur ses chèques, c'est inouï. Bon, ces batailles symboliques s'inscrivaient dans un mouvement de reconquête et d'affirmation identitaire, mais on comprend qu'ils auront été moins structurants que d'autres combats. Et autour de la Révolution tranquille, les grandes thèses de l'Action nationale sont surtout celles qui vont donner lieu au programme de nationalisation de l'électricité, de création de la caisse de dépôt et éventuellement de la mise en place des dispositifs de modernisation de l'État. Encore que, si on feuillette les pages de la revue de ces années-là, sa réaction ne sera pas monolithique. Oui. Le Canada français va rester très tiraillé devant, au fond, la modernisation de l'État du Québec. Les nationalistes, pourrait-on dire, qui restent dans la plus parfaite continuité du nationalisme canadien-français, auront énormément de difficultés à se faire à l'idée que le seul gouvernement national des Canadiens français, c'est le gouvernement du Québec. Et dans quelles circonstances l'Action nationale redécouvre-t-elle vraiment l'idée d'indépendance? Elle va commencer à d'abord faire une place et faire écho aux propos et aux gestes militants de l'Alliance laurentienne avec Barbeau et absolument. Mais on peut dire que la réflexion va s'accélérer avec la naissance du RIN et au cours des années 60, cette réflexion-là va rester comme dans le reste de la société canadienne-française, relativement ambivalente. Cette ambivalence va se trancher en deux moments. D'abord avec les États, la mise sur pied des États fédéraux en 67, 68, 69. Les États généraux du Canada français. En effet, qui sont à ce moment-là, on peut le voir de deux façons. Le dernier moment du Canada français est un des moments où le Québec inaugural s'installe véritablement dans la modernité. Alors, la revue va suivre son parcours. Elle célébrera, vous m'avez
commémorera en fait l'an prochain son 100e anniversaire. Vous nous parliez tantôt du contexte de naissance de l'Action nationale. Sentiment de dépossession, sentiment d'impasse historique peut-être, sentiment de marginalisation. Vous dirigez, Robert Laplante, depuis plusieurs années l'Action nationale. Elle aura 100 ans l'an prochain. De quelle manière peut-on rapprocher les deux contextes, celui de sa naissance et celui de son 100e anniversaire? Alors, on peut utiliser divers registres de comparaison. Sur le plan de l'émancipation économique, évidemment, le Québec a réussi à franchir des étapes assez extraordinaires avec un dynamisme assez étonnant compte tenu des contraintes qui s'exercent sur lui pendant tout ce siècle. Et particulièrement depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec le déploiement de l'État-providence fédéral et celui que va tenter d'implanter le gouvernement du Québec, les Québécois ont réussi des bricolages exceptionnels. Avec audace et imagination, ils vont mettre en place un certain nombre de grandes institutions qui vont donner à la société québécoise les moyens de réaliser un certain nombre de ses aspirations. Ce ne sont pas des moyens qui vont assurer son émancipation, mais qui vont lui donner des moyens de l'envisager. Aujourd'hui, la conquête économique est loin d'être achevée et ce que nous observons, c'est que ces positions ne sont pas pérennes. C'est d'ailleurs pas la première fois dans l'histoire du Québec que les élites économiques s'imaginent parvenues et croient qu'elles pourront désormais contourner ou s'affranchir de la question du destin de la société. Est-ce que le Québec, on pourrait dire, vous parliez tantôt des origines de la revue du Canada français de 1917 en disant c'est une société qui fait une expérience radicale de sa dépossession. Est-ce qu'on peut dire que le Québec d'aujourd'hui, malgré, on peut dire, le récit enjolivé de la Révolution tranquille, de la modernité, du Québec enfin parvenu au succès et à la gloire, est-ce que le Québec vit encore d'une manière ou de l'autre une forme soit de dépossession ou de domination? Je caractériserais la période actuelle comme une situation assez inédite où la société québécoise refuse catégoriquement et énergiquement de regarder sa marginalisation totale en face. Autant la dépossession économique et la prolétarisation du Canada français avaient effrayé les élites et la population qui en avait évidemment subi tous les affres, la société québécoise contemporaine s'arc-boute sur une prétention à penser s'être affranchie d'elle-même. La libération a eu lieu. Non seulement la libération a eu lieu, mais c'est un refus radical de se voir dans les structures telles qu'elles sont. Le Québec est totalement oblitéré dans le Canada. Il ne pèse plus rien. D'ailleurs, plus personne au Canada n'a de considération pour le Québec autre qu'électoraliste. Il n'y a pas de destin du Québec dans le Canada. Les fédéralistes québécois s'en accommodent fort bien. Ils ont consenti à leur minorisation définitive et se contentent de participer de loin au banquet. Mais la société québécoise, pourtant très bouillonnante, refuse de tirer les conclusions de cette marginalisation-là, consacrée bien sûr par la Constitution de 1982 et les évolutions politiques récentes. Et comment expliquez-vous ce désir de ne pas voir, cette volonté de ne pas voir ce qui arrive? Parce qu'effectivement, quand on regarde la vie publique, il y a un discours d'autosatisfaction qui est présent à la fois, je dirais, chez les fédéralistes, mais même chez les souverainistes, qui présentent quelquefois l'indépendance comme la récompense d'une société presque parfaite. Comment expliquez-vous ce refus de penser une subordination, une domination qui existerait encore? Ces cocoricots donnent la mesure exacte de la trouille qui tient au ventre cette société. C'est une société qui est dans la position de quelqu'un qui siffle dans un cimetière pour ne pas se laisser habiter par les craintes qui l'entourent.
la société québécoise, dans la situation actuelle, est particulièrement friande de discours compensatoires et de faux combats, de mesures de diversion, pour ne pas voir que dans les faits, sa dépossession politique, son impuissance, sa réduction à l'impuissance est consommée, et que son consentement à la minorisation est le prix à payer pour continuer de se distraire à en mourir. Et dans les faits, ce consentement à la minorisation est une proposition politique extrêmement difficile à tenir politiquement et, Max Weber dirait, rationnellement fondée, mais symboliquement insoutenable. Alors ça donne lieu à un éparpillement et à un éclatement des catégories culturelles de l'interprétation de ce qui nous arrive. La société québécoise n'est plus à elle-même son propre référent. Oui, bien, elle se considère, lorsqu'on vous lit dans l'Action nationale, on vous reprenez souvent une formule comme quoi nous devenons exotiques pour nous-mêmes. C'est-à-dire que la société québécoise se considère à la rigueur. Certains considérant qu'il y a des moments intéressants qui méritent d'être mentionnés, mais fondamentalement, elle ne se croit pas capable de projeter un univers de sens complet. Est-ce que c'est une description qui correspond à votre lecture? Ah, je crois que ça, non seulement ça correspond, mais je crois que cette façon s'approfondit. Le Québec est de plus en plus exotique pour lui-même et ce n'est pas fortuit. Le Canada contribue à le folkloriser d'une manière constante dans l'ensemble du discours étatique, dans l'ensemble du discours tenu par les élites culturelles canadiennes, et bien relayé par les instances qui, au Québec, s'en font les instruments. On parle aussi bien du Conseil des arts du Canada que de Radio-Canada, qui sont des instruments de façonnement identitaire qui, au cours des dernières années en particulier, ont été véritablement embrayés, mis au service du nation building canadien comme jamais. Et la société québécoise se laisse ou, à tout le moins, parvient mal à combattre cette instrumentalisation-là. Robert Laplante, à la lumière de l'Action nationale, de son histoire, de ces tendances lourdes, nous cherchons à comprendre la situation actuelle du Québec. Il y a de cela quelques années, il y avait chez les indépendantistes en général le sentiment que nous traversions peut-être des années difficiles, mais que l'indépendance ou la souveraineté était toujours à l'horizon. Elle était encore inscrite dans le sens de l'histoire. Ou à tout le moins, il était possible, avec des efforts supplémentaires, d'accélérer la cadence et de faire naître le pays finalement. On a l'impression ces dernières années que chez les indépendantistes, peut-être pas chez ceux de l'Action nationale, mais en général dans le mouvement souverainiste, une forme de désespoir politique s'est installée, ou à tout le moins une perte d'espérance, et on assiste aujourd'hui à des discussions qui nous ramènent il y a... tout le moins qui nous éloigne du consensus souverainiste des dernières décennies. Par exemple, certains disent il est nécessaire d'en arriver à un compromis autonomiste, par exemple une alliance entre le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec. D'autres nous disent on devrait reporter la souveraineté d'un ou deux ou trois mandats pour refaire la preuve que le nationalisme est capable de gouverner le Québec. Comment analysez-vous, à la lumière de la revue, mais aussi à partir de vos propres analyses, comment analysez-vous cet éclatement contemporain du nationalisme québécois? Il y a un désarroi certain chez les souverainistes. Ce désarroi, il est exprimé, alors que chez les inconditionnels du Canada, il est tout simplement réprimé, refoulé, par consentement à la minorisation. Le désarroi chez les souverainistes est attribuable, à mon avis, à, évidemment, une série de revers qui lui ont été infligés, mais moins à ces revers qu'à la paresse ou à la démission intellectuelle qu'ont eu les élites indépendantistes, et particulièrement les partis politiques, une démission qui daterait de quand? Qui ont refusé de tirer les leçons, qui ont refusé de faire véritablement le bilan critique de ce qui s'est déroulé, et qui s'acharnent à penser
que c'est en refaisant encore plus de la même chose, en s'acharnant à reprendre les mêmes moyens d'action, qu'ils vont finir par triompher de la conjoncture. Par exemple? On voit très bien que cette tentation, qui à mon avis est une mesure de diversion, cette tentation autonomiste, par exemple, on sait que c'est un fantasme. On le sait pourquoi. Parce que c'est inscrit dans la structure du Canada. Juridiquement, politiquement, il n'y aura pas de compromis substantiel pour le Québec. Il n'est pas possible pour le Québec de poursuivre ses intérêts nationaux dans le cadre canadien. Alors, on peut toujours proposer différentes formules de bonne entente. Ces formules resteront circonstancielles et ne donneront lieu qu'à des compromis au mieux insignifiants et, c'est-à-dire au pire insignifiants, au mieux provisoires. Mais pour tirer cette leçon, il faudrait que, justement, le mouvement souverainiste prenne conscience, et les partis ne l'ont pas fait, que le combat pour l'indépendance ne sera pas seulement qu'une affaire d'argumentation. Il sera d'abord et avant tout une mobilisation de l'ensemble de la société québécoise, en tout lieu et en toutes circonstances, pour faire primer sa définition de la situation, c'est-à-dire ses intérêts, sur ce que le régime impose. Mais permettez-moi de vous ramener un instant à cette question difficile pour tous les nationalistes québécois, de l'éclatement du nationalisme québécois. On regarde le portrait politique en ce moment, à la lumière de l'histoire, et ça faisait un bon moment, je dirais, que le nationalisme n'était pas éclaté en autant de tendances. Nationalisme souverainiste de centre-gauche au PQ, nationalisme autonomiste de centre-droit à la CAQ, souverainisme non-nationaliste de gauche, pour ne pas dire très à gauche, à Québec solidaire, indépendantisme aussi orthodoxe que groupusculaire à option nationale, les énergies se dispersent. Et pendant ce temps, vous avez raison de dire, le bloc fédéraliste se tient bien content de lui devant les souverainistes. Mais la question que je me pose devant tout cela, c'est, qu'on le veuille ou non, tous ces éléments sont divisés. Y a-t-il des points de rassemblement? Vous avez proposé au fil du temps différentes stratégies aux souverainistes pour sortir de l'impasse. Dans les circonstances actuelles, y a-t-il des éléments de rassemblement possibles, à tout le moins d'une bonne frange de ces nationalistes pour l'instant qui jouent à la guerre civile? Cette dispersion, si on la situe à l'échelle historique, justement, elle apparaît comme un moment dans le long combat pour l'indépendance. Je n'ai jamais pensé, quant à moi, que c'était en comptant les jours et en se donnant l'illusion qu'un compte à rebours nous amenait inéluctablement vers l'indépendance, que nous n'aurions qu'à avoir de bons arguments et à laisser faire. L'indépendance est un combat. Et ce combat, à l'échelle historique, il faut le conduire en sachant bien faire la différence entre nos frustrations biographiques et la lecture historique que nous devons faire de ce qui est en train de se dérouler. Le mouvement indépendantiste a été déstabilisé par le référendum de 1995. Il a lui-même gaspillé la conjoncture. C'est un constat qu'il refuse de faire. Et il a gaspillé la conjoncture parce qu'il s'est laissé complètement piéger dans la logique provinciale, s'imaginant qu'il fallait équilibrer les finances de la province de Québec pour continuer de poursuivre son avancée, ce qui est strictement impossible dans le cadre canadien. Et d'autre part, ce mouvement souverainiste n'a pas compris que pour faire l'indépendance, il faut donner un rôle primordial à l'État. Or, une fraction importante de l'élite souverainiste s'est laissée distraire par le chant des sirènes néolibérales et s'est fait lui-même l'artisan d'une division des forces avec un programme politique qui, dans les faits, servait à diviser la population plutôt qu'à l'unir autour de grands projets mobilisateurs qui auraient pu être orchestrés et qui auraient dû être orchestrés par un programme d'État.
Alors, nous reprendrons cette analyse de la situation de la société québécoise dans quelques instants après une pause publicitaire. Nous sommes avec Robert Laplante, le directeur de l'Action nationale. Radio VM. Alors, de retour à la vie des idées avec Mathieu Bock-Côté, cette émission consacrée à la vie des idées dans la cité, une manière d'éclairer notre société à partir de certaines enquêtes intellectuelles. Nous recevons aujourd'hui Robert Laplante, qui est sociologue, qui est directeur de l'Action nationale et qui est une des figures majeures du mouvement indépendantiste québécois, un des intellectuels qui compte dans ce mouvement et qui nous permet de comprendre ses ambitions. Alors, Robert Laplante, vous nous parliez de la tentation néolibérale de certaines élites souverainistes, c'est-à-dire cette impression que certaines élites ont eue qu'on pouvait endosser le programme néolibéral, c'est-à-dire de déconstruction de l'État, de relativisation du rôle de l'État, tout en poursuivant le combat pour l'indépendance du Québec. N'est-il pas possible, d'une certaine manière, d'avoir une vision moins étatiste tout en étant favorable à l'indépendance? Bien sûr, mais il ne fallait pas confondre la rigueur, la discipline budgétaire avec l'impuissance structurelle. Or, nous savons que depuis les 25 dernières années, les finances du gouvernement du Québec ont été déstabilisées pour une seule et unique raison, la réduction unilatérale des transferts fédéraux. Ce sont les décisions d'Ottawa prises contre et sans l'avis de l'Assemblée nationale de réduire les transferts qui ont déstabilisé les finances de la province de Québec. Alors, cette ambition totalement névrotique d'essayer d'imaginer qu'on pouvait malgré tout faire fonctionner le Québec en l'amenant lui-même à consentir à une violence exercée contre lui par le régime, c'était tout le contraire de l'action émancipatrice. Et c'est là que les élites indépendantistes se sont fourvoyées, mais véritablement de façon tragique, parce qu'il fallait clairement indiquer et faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyens que dans le Canada, il n'y a pas moyen de servir l'intérêt national du Québec. Sur les 20 dernières années, on a commémoré il y a quelques mois les 20 ans du référendum de 1995, sans pour autant, je dirais, entonner des refrains nostalgiques. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu une ou des occasions manquées où l'histoire aurait pu basculer, ou d'une certaine manière, il était possible que quelque chose se passe, et ce n'est pas, je crois que c'est la formule de Régis Debray, le philosophe français, qui dit « J'aimerais simplement comprendre la raison de nos multiples occasions ratées ». Est-ce qu'il y a eu des occasions ratées au Québec depuis 20 ans, ou est-ce que cette déliquescence était inévitable? La première occasion ratée, elle était à portée de main, c'est en 1996. Le cabinet fédéral était convaincu que Lucien Bouchard, convoquant un nouveau référendum, le gagnerait. Le prophète s'est fait comptable et il s'est affalé, littéralement effondré. Si en 96, surtout devant les exactions que nous avions connues et que nous aurions pu faire connaître mieux et plus rigoureusement. Vous parlez des manœuvres entourant le référendum de 95? Absolument. Des manœuvres illégales, des coups fourrés dont il n'y a pas lieu de s'étonner. L'État canadien a mobilisé les moyens d'un État pour résister à son éclatement et il fallait être sérieusement candide pour s'imaginer que le fair play allait dicter les règles du jeu. Ça, vraiment, c'est une candeur que partagent hélas trop de politiciens indépendantistes. Je vous inflige une parenthèse ici dans votre raisonnement parce que c'est une idée sur laquelle vous êtes revenu à quelques reprises, la tentation qu'ont les indépendantistes de croire qu'il s'agit d'une joute égale entre souverainistes et fédéralistes, la tentation du fair play, oui. le désir du bon gars, pour le dire ainsi. Comment expliquez-vous cette... c'est la prégnance historique du bonententisme qui a façonné très profondément la culture politique
canadienne-française d'abord, québécoise ensuite. Cette idée dont l'avatar modernisateur aura été la souveraineté-association, on ne peut pas être à moitié enceinte. Alors, une forme de désir de souveraineté tranquille? Non, de souveraineté avec le consentement des maîtres. C'était essentiellement ce fantasme, et c'est encore ce fantasme qui laisse entendre à plusieurs que nous allons faire l'indépendance avec le consentement de Bay Street et d'Ottawa. C'est un traumatisme réel dans la culture politique québécoise que cette peur de la confrontation, que cette peur du conflit ouvert. Ses racines sont anciennes. Beaucoup d'analystes les associent à la répression de 1837. Je crois, pour ma part, que c'est une redondance qui, à chaque échec politique, renforce ce traumatisme-là. On parlait de la commémoration du référendum de 95. Il y a quelque chose qu'on doit toujours rappeler de ce référendum, c'est qu'il a été mené par Jacques Parizeau, qui était un homme qui ne craignait pas la confrontation, pour le dire d'un euphémisme. Est-ce qu'on peut dire de Jacques Parizeau qu'il était, sans qu'on ne le dise trop, un des héritiers en droite ligne du nationalisme de l'Action nationale, la revue que vous dirigez? Est-ce qu'on peut dire que Parizeau était à sa manière, pas complètement, on ne l'avalera pas dans une seule influence, mais un des héritiers très nets du mouvement nationaliste des années 20 sur le plan intellectuel et les années qui ont suivi, les générations qui ont suivi? Très certainement, puisque la plupart de ces grandes réalisations, Caisse de dépôt, Société générale de financement, régime d'épargne-action, ces grandes réalisations puisent à ces thématiques que la génération des années 20 a mis en place. Il ne faut pas oublier non plus que Jacques Parizeau a été formé au HEC. Par François-Albert Angers. Par François-Albert Angers, et évidemment, Albert Angers lui-même étant un disciple d'Esdras Mainville, qui était le grand artisan de la stratégie d'émancipation économique. Le penseur du grouxisme appliqué, pour le dire. Si on veut, oui. Et donc, Parizeau a grandi dans cette influence intellectuelle-là, qui n'était pas exclusive, c'est un fait, c'était un homme d'une immense culture, et très au fait, bien entendu, des grandes idées qui, touchant en particulier l'émancipation économique, structurait les discussions dans les États du monde développé. Quand il est formé au London School of Economics, c'est au moment où les idées de Keynes sont à leur apogée. Parizeau va faire, et il le racontera dans sa célèbre équipée vers Vancouver, où il prend le train fédéraliste et il arrive indépendantiste à Vancouver, parce qu'il comprend que pour mettre en place les instruments d'un État moderne, il n'y aura pas deux endroits pour le faire, c'est soit à Québec, soit à Ottawa. Alors Parizeau est effectivement, je crois, la figure emblématique de cette aspiration profonde telle qu'elle a été formulée et mise à jour à partir des années 20 jusque dans les combats des années 60. Que pourrait vouloir dire, vous parliez tantôt de l'occasion ratée de 1996, la plus importante, au moment de la recherche du déficit zéro plutôt que de la confrontation avec le régime fédéral, d'un troisième référendum. Que pourrait vouloir dire une politique souverainiste acceptant l'idée d'un conflit ouvert, sachant qu'il ne s'agit pas de sortir des mousquets ou des fourches ou des fusils ou quoi que ce soit? Que peut vouloir dire une politique de conflit ouvert avec les autorités fédérales? Essentiellement, dans la confrontation démocratique, cela signifie d'inscrire une politique indépendantiste dans le conflit des légitimités. C'est-à-dire? Essentiellement, en appelant le peuple du Québec à prendre conscience du lieu ultime où il veut que ses arbitrages concernant le bien commun soient réalisés. On en a des dizaines d'exemples chaque jour, chaque semaine sous les yeux. Le plus récent est accablant. Tout l'enjeu
du Canada pétrolier. Le Canada est un pétro-État qui est prêt à tout saccager pour réaliser son utopie extractiviste. Le pipeline Trans-Canada, c'est un exemple extrêmement intéressant où là, tous les dispositifs institutionnels du Québec sont devenus inopérants, inoffensifs. Le pipeline peut passer... Autrement dit, le Québec ne voudrait pas du pipeline, qu'il ne pourrait pas le bloquer. D'aucune manière. D'aucune manière. Tous les instruments juridiques, constitutionnels sont dans les mains d'Ottawa et pas personne à Calgary, à Toronto ou à Ottawa ne va se priver de les utiliser. Et on a vu avec quel esprit cavalier les promoteurs de ce pipeline ont traité l'Assemblée nationale du Québec, ont traité... La langue française? Bien entendu. Dans quel état développé pourrions-nous assister à un pareil spectacle d'oblitération de 8 millions d'habitants? C'est incroyable. Les Québécois vont réaliser que, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, le Canada fera chez eux ce que bon lui semblera. Ça, c'est une chose que personne ne veut voir actuellement et c'est l'enjeu fondamental. Et c'est une occasion inespérée, je crois, de redéployer l'analyse et le discours indépendantiste. Nous ne sommes pas maîtres dans notre maison. Les événements du lac Mégantic ont été d'une tristesse infinie. Nous avons vu là une population meurtrie, 43 morts. La vérité, c'est que tout cela n'aura servi qu'à faire de la télévision sensationnaliste. La vérité, c'est qu'il passe de plus en plus de trains transportant du pétrole sur le territoire du Québec. La vérité, c'est que la réglementation échappe complètement au gouvernement du Québec et que les mesures compensatoires laissent la population de Lac-Mégantic dans une seule posture, celle du quémandage. J'aimerais vous amener sur je ne dirais pas un autre terrain, mais profiter en fait de votre présence pour éclairer notre actualité culturelle pendant quelques instants. Je vous ramènerai dans une ancienne vie, dans une de vos anciennes vies, au moment de votre thèse de doctorat. Une catégorie centrale de votre réflexion, on l'a vu depuis le début de cet entretien, c'est la question d'un Québec dépossédé, d'un Québec qui subit une tutelle ou une domination qu'il ne veut pas nommer. Cela dit, dans votre thèse de doctorat qui était consacrée, si je ne me trompe pas, à Guyenne, donc cette espèce de village au temps de la colonisation de notre territoire, c'était en Abitibi-Témiscamingue, vous aviez étudié aussi cette question donc de la colonisation des pays. On pourrait dire aujourd'hui dans la culture, c'est les pays d'en haut, c'est l'extension du Québec sur différents territoires, des Québécois sur leur territoire national d'une certaine manière. Vous aviez étudié ça à l'abri du récit un peu misérabiliste qu'on dit quelquefois des Québécois ont été faire planter des radis sur des terres de roche, et vous nous disiez non, il y a là une utopie de reconquête, il y a là une utopie de repossession de soi. Vous me voyez venir probablement. La semaine passée, ce soir il y aura le 2e épisode, les pays d'en haut sont de retour à la télévision québécoise. Et si vous avez écouté l'épisode la semaine dernière, avec un personnage tout à fait fascinant, qui est le curé Labelle, qui avait un peu disparu de notre conscience collective, sinon à la manière d'un boulevard à Laval, sinon dans le beau livre que Gabriel Dussault lui avait consacré au début des années 80, mais depuis la figure du curé Labelle avait un peu disparu. Alors, à la lumière des pays d'en haut tels que les Québécois les redécouvrent à la télévision, pourriez-vous nous dire quelques mots, justement, sur cette période un peu oubliée de notre histoire, qui est ce désir de réappropriation territoriale, et peut-être d'abord quelques mots sur cet homme prophétique qu'on n'a pas reconnu comme tel, qui était peut-être le curé Labelle? Tout d'abord, je n'en ai vu qu'un épisode, on conclura pas sur l'ensemble de la série. Mais c'était bien la première fois qu'à la télévision québécoise, oui, ça commence avec un curé qui en appelle à voter Mercier, qui en appelle à la repossession, oui, à développer le boulevard de la nationalité pour être capable de regagner, de vaincre le conquérant. Oui. Nous ne serons pas éternellement des vaincus. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, et c'est conforme à la vérité historique quant au projet de Labelle. La façon dont ça nous est rendu, cependant, me semble pécher par excès de, je dirais, d'explicitation. Oui, oui. Le projet de Labelle était
un projet de subversion de l'ordre établi. Et il n'y a pas de trace dans ce que l'historiographie nous a fait voir de cette période, de conduite aussi explicitement tournée vers le renversement de l'ordre établi. Labelle, et là-dessus, Dussault a fait une analyse très fine de sa correspondance. Labelle n'a pas avancé à visière levée. Labelle savait très bien que dans le rapport de domination dans lequel il se trouvait placé, il valait mieux avancer sans trop expliciter ses intentions. Elles étaient néanmoins réelles. Le projet de Labelle, on peut dire qu'il s'agit néanmoins d'un projet de reconquête. C'est indubitablement un projet de reconquête. Un projet de reconquête par le territoire, mais un projet de reconquête économique qui prend de plein fouet les forces qui se heurtent, auxquelles se heurte la Société canadienne-française. C'est un modernisateur. Il veut des usines à Saint-Jérôme. Il veut des filatures. Il veut un chemin de fer. Il veut urbaniser les Basses-Laurentides. Pour lui, la colonisation, la conquête du territoire est une façon, d'une part, de couper l'encerclement loyaliste, qui veut de Trois-Rivières à l'Outaouais contenir la Société canadienne-française par un chapelet de villages anglophones, mais aussi, il veut que le déploiement d'une infrastructure territoriale, donc de paroisses, serve à la reconstruction d'une structure économique sous le contrôle des Canadiens français. C'est la raison pour laquelle il veut qu'on appuie Mercier. Il deviendra d'ailleurs le sous-ministre. Oui. Et c'est pas banal qu'un curé de colonisation devienne sous-ministre à l'époque. Mais est-ce qu'on regarde cette période? Évidemment, je ne veux pas commenter la télévision directement, mais ce qui m'a frappé regardant ce premier épisode, c'est, d'un côté, les pays d'en haut dans l'imaginaire québécois, c'est finalement une forme de Québec folklorique, un Québec avec un gros accent, et ça a l'air de nos vieux ancêtres. Et là, réapparaît quelque chose comme, à la télévision, c'est ce qui m'a vraiment frappé, la mise en scène presque explicite, presque avouée, d'une société dominée. Ça faisait un bon moment que les Québécois ne s'étaient pas rappelés qu'ils avaient déjà été dominés par autre chose à la rigueur que les curés. Parce que à la rigueur, on va dire oui, on était dominé par les curés, on s'est délivré des curés, maintenant on est libre. Et là, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Un curé, une figure du monde traditionnel qui porte une parole de renversement de l'autorité. Il y a quelque chose, à tout le moins, peut-être, parce que je me trompe, j'étais émerveillé quand j'ai vu ça. Les curés de colonisation, et j'en ai rencontré plusieurs, vieillissants évidemment, mais on a aussi de nombreux témoignages. Des curés de colonisation, de la trempe du curé Labelle, il y en a eu pas mal. En fait, le bas clervé dans ces régions-là était véritablement dans une dynamique de conquête et d'émancipation. C'est vrai que, du moins cet épisode nous fait voir un curé comme on ne les voyait plus et qui ne correspondent en rien au fantasme qu'on a construit, que les élites technocratiques ont construit de l'aliénation cléricale, etc. Mais ce qui est le plus intéressant, je crois, dans ce qu'on commence à nous laisser voir dans cette série, c'est que les colons n'étaient pas tous des êtres soumis et serviles, qu'il y avait de la graine de liberté dans leur entreprise, qu'il y avait une volonté de poursuivre leurs projets, de faire valoir leurs intérêts. J'espère que la série va nous permettre de découvrir ça. Le colon n'était pas une victime consentante seulement. Je me rappelle des premières pages du livre Guyenne que vous avez consacré donc à ce petit village, je crois, au Témiscamingue. Non, c'est en Abitibi, près d'Amos, à une cinquantaine de kilomètres d'Amos. Alors, vous commenciez avec des pages, des phrases tragiques en disant ce jour-là, des hommes s'engagent pour un projet de colonie, projet de liberté, mais ils ne le savent pas, ils sont déjà fauchés. Oui. Et quand on lisait votre livre sur cette question, qui est un des rares, me semble-t-il, qui a été écrit, une histoire, je dirais, à la lumière d'un projet de la colonisation, à la lumière d'un projet d'émancipation,
justement, vous nous proposiez une histoire où la colonisation du territoire, l'Abitibi, les pays d'en haut et tout ça, ce n'était pas simplement une histoire misérable. Non, pas du tout. Et c'est une histoire de reconquête. C'est un moment oui. oublié de notre reconquête, si on vous lit bien. Oui. Il y a eu, à l'occasion de la colonisation, effectivement, un discours nostalgique. Une partie de l'élite, et de l'élite cléricale, souhaitait que le Canada rural reste tel qu'il était et tel que les formules de Louis Aymon l'ont consacré. Un pays qui ne doit pas changer. Bon, voilà. Mais il y avait aussi dans le mouvement de colonisation, l'histoire n'avance pas d'un seul pas et elle est rarement sur un seul front. Et il y avait une ambition d'émancipation aussi dans le projet de colonisation. Ce que j'ai documenté dans ce livre-là, c'est la manière dont, pendant 30 ans, les colons ont cherché, et même un peu plus longtemps que ça, ont cherché à briser le carcan qui les condamnait à l'agriculture, qui les enfermait dans une marginalisation économique. Et ce carcan-là, c'était celui du contrôle des ressources naturelles et en particulier des ressources forestières. Alors, le village de Guyenne est né de 25 ans d'efforts pour trouver une manière de s'émanciper des compagnies forestières qui contrôlaient le territoire. Et ça, j'espère que la série va le montrer parce que un des grands gestes du curé Labelle pour libérer ces colons, ça aurait été d'abolir le règlement. Et on voit jusqu'à quel point c'était puissant comme domination. Il y avait un tel contrôle de la part des compagnies forestières sur le territoire du Québec que même les lots ouverts à la colonisation étaient sujets à une réglementation qui accordait aux exploitants forestiers le privilège et le droit de couper le bois commercial sur ces lots-là pendant 3 ans après la prise de possession par le colon. Or, les arbres, c'était la seule façon pour les colons d'aller chercher du capital pour installer leur établissement. Le curé Labelle est bien conscient qu'on ne peut pas développer avec des pauvres une infrastructure économique si on ne leur donne pas accès à la rente forestière. Ça a été un de ces grands gestes qui est passé vite à l'oubli, mais qui était un exemple de cet effort. Les colons de Guyenne, les coopérateurs forestiers de Roquemaure vont être directement dans le prolongement de cet effort-là, auquel ils vont vouloir donner une plus grande force en disant le bois des lots pour les colons, c'est une base d'accumulation, c'est normal que ça reste aux colons, mais ensuite, ils vont aller plus loin, ils vont dire il serait normal aussi que nous ayons droit, nous, Canadiens français, d'exploiter le patrimoine forestier plutôt que de le laisser au cartel des compagnies papetières. Et l'utopie des coopérateurs forestiers, ça aurait été celle-là, qui est de reconquérir le territoire en mettant la main sur la première source de richesse qui était la rente forestière. Il nous reste à peine quelques minutes pour terminer cette émission. J'aimerais vous ramener tout simplement sur l'histoire de la revue. Il y a un très beau texte de Fernand Dumont, le sociologue, le philosophe, le grand penseur Fernand Dumont, le projet d'une histoire de la pensée québécoise, où il dit « Mon travail aujourd'hui fait que je lis davantage Hegel, Marx, je lis les grands philosophes de notre temps, et pourtant lorsque je me tourne vers Lionel Groulx, d'ailleurs dans un texte aussi Actualité de Lionel Groulx, lorsque je me tourne vers tous ces penseurs qui ne se sont pas inscrits dans l'histoire universelle, mais qui ont joué un rôle chez nous, eh bien je trouve encore ils me disent encore quelque chose. Relisant Lionel Groulx, nous dit Fernand Dumont, je trouve, il me chuchote encore à l'oreille quelque chose d'unique. Je vous demanderai quelqu'un qui aujourd'hui déciderait non seulement de lire les numéros présents de l'Action nationale à laquelle il faut évidemment s'abonner, mais les numéros anciens de la revue. Qu'est-ce qu'il retrouverait? Qu'est-ce que la revue pourrait lui, au-delà des circonstances, au-delà du fait qu'on est passé d'une époque à une autre, qu'est-ce que l'Action nationale, dans sa tradition de pensée, peut encore nous dire? Ah, beaucoup de choses. Relisant Mainville, par exemple, on pourrait trouver là les formulations d'une doctrine économique à laquelle, par exemple, des penseurs comme Schumacher, tous ceux du Small is Beautiful, tous les critiques du productivisme
pourrait très, très bien s'abreuver. Mainville avait une connaissance encyclopédique, véritablement, des modèles économiques d'exploitation des ressources naturelles, et il a livré des textes d'une actualité incroyable sur l'utilisation du territoire et la façon intelligente d'exploiter les ressources sans saccager la nature. On pourrait trouver aussi chez François-Albert Anger des écrits d'une très, très grande pertinence sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale. Anger a fait des contributions majeures à la doctrine coopérative, à la façon dont nous pourrions socialiser la production sans l'étatiser. Il y a là des pages très éclairantes de la part d'Anger. On peut trouver aussi, sur le plan culturel, des pages d'une fulgurance étonnante sous la plume d'André Laurendeau ou de Jean-Marc Léger, par exemple, qui ont été parmi les premiers à nous faire voir que les Canadiens français ne sont pas coupés du monde. C'est le Canada qui dresse entre eux et le monde un mur opaque et qui avait le projet d'élargir les horizons en conduisant des rapports avec l'étranger sur nos propres bases. Enfin, on peut trouver aussi des textes majeurs d'un certain nombre de grands écrivains auxquels, bien sûr, on pense, entre autres, par exemple, à Jean-Étienne Blais, qui a fait des pages assez extraordinaires et qui a fait une œuvre majeure. Bref, c'est plus de 100 000 pages que la revue a publié dans ce siècle. Alors, évidemment, il y a dans ces pages des propositions, des possibles qui n'ont pas été explorés. Il y a évidemment aussi des possibles qui se sont avérés des impasses. Et il y avait évidemment aussi quelques fausses pistes, mais ainsi va l'histoire. Alors, Robert Laplante, directeur de l'Action nationale, merci infiniment pour cette première heure passée à l'émission La vie des idées. C'était un immense plaisir de vous recevoir. Je rappelle quelques-uns de vos livres. Ceux qui cherchent à naître, paru aux éditions de l'Action nationale. Chronique de l'enfermement aussi. Et on peut trouver en bibliothèque très certainement Guyenne, votre histoire du projet de colonisation. Et pour le reste, j'invite très certainement nos auditeurs à s'abonner à la revue l'Action nationale. La semaine prochaine, nous recevrons Marc Chevrier sur le thème Un philosophe dans la cité. Merci Robert Laplante. Au plaisir, merci beaucoup.